Dans cette vidéo, je vais te parler de réduction. On va voir quelques certains points qui sont vraiment très liés à la manière dont je pense à la réduction et qu'on voit jamais en prépa, alors que pourtant c'est du hors-programme qui est super utile. Donc les points clés, ça va être les matrices cycliques, c'est une notion que je vais introduire. On va montrer plein de résultats là-dessus et c'est vraiment le point de vue qui mélange la topologie et la réduction le plus important à avoir en réduction. Donc le premier exo qui va nous mener vers ça, c'est un exo qui est très surprenant, c'est tu prends une matrice nilpotente d'indice maximal, c'est-à-dire que m puissance n égale 0 et m puissance n moins 1 est différent de 0. L'exo que je te donne, c'est de montrer que cette matrice est équivalente à une matrice très simple. Enfin, quand je dis équivalent, je veux dire semblable à la matrice ici. Ok, donc c'est bien connu que cette matrice-là, c'est une matrice nilpotente, c'est l'exemple typique de matrice nilpotente. Et en fait, on peut caractériser toutes les matrices qui s'annulent à l'ordre n, mais pas à l'ordre n-5, comme ça. Et l'indication que je vais te donner, c'est... Donc on veut trouver une base dans laquelle la matrice M a cette forme-là. Et là, il faut réfléchir un peu à ce que ça veut dire d'être dans cette forme-là, dans une certaine base. Ça veut dire que qu'est-ce que fait cette matrice sur la base canonique? Qu'est-ce qu'elle fait cette matrice sur la base canonique? Bah, on a que M, E1, c'est E2. Parce que la première colonne de M, c'est ME1, et ME1, c'est juste le vecteur nul partout sauf au deuxième indice, donc c'est E2. J'ai ME1 égale E2, et quel que soit I, j'ai MEI égale EI plus 1. La matrice, elle fait que translater les vecteurs colonnes. Elle prend chaque vecteur colonne, elle envoie sur celui d'après, et forcément, quand il itère ça un certain nombre de fois, elle envoie tous les vecteurs colonnes sur 0. Parce qu'on a MEN égale 0. Ok, donc on veut trouver une certaine base dans laquelle ma matrice s'opère de cette forme-là, c'est-à-dire que elle prend, donc la base c'est les EI, elle prend chaque vecteur EI, elle envoie sur EI plus 1. Donc indication, chercher x tel que x, mx, m puissance n-1 x, base de c puissance n. Que ma matrice, je la regarde à coefficient complexe, par exemple. Donc, cherche un x tel que ça, ce soit une base. Et ce que je prétends, c'est qu'une fois qu'on aura montré ça, bah, elle aura vraiment cette forme. Ok, donc je te laisse faire les deux détails, les deux parties de cette preuve. Je vais les corriger. Donc, supposons qu'on ait trouvé l'existence d'une telle base. S'il existe une telle base E, dans cette base, si on trouve une base comme ça, ce que je prétends, c'est que dans cette base, l'endomorphisme canoniquement associé à M a cette forme-là. Et en gros, c'est juste une réécriture de ces égalités-là. Avoir cette forme-là dans cette base, ça veut exactement dire que M évaluant E1, c'est E2, et ainsi de suite. Donc pourquoi j'ai ça? Je recommence sur pourquoi j'ai cette égalité. Donc, mettons qu'il existe une base ici telle que ça, ce soit libre. Bon, bah, qu'est-ce que c'est que l'action de l'endomorphisme canoniquement associé à M dans cette base-là? Bah, c'est tautologie qui s'envoie le premier vecteur, x, sur mx, donc sur le deuxième vecteur. Le deuxième vecteur, il est envoyé sur mmx, et ainsi de suite. Donc l'action de M, de l'endomorphisme canoniquement associé à M, s'envoie sur mx jusqu'à m puissance nx, et ça c'est 0. Ok? Donc si je réécris ça matriciellement, ce que ça veut dire, c'est que le premier vecteur est envoyé sur le deuxième. C'est exactement l'écriture de cette base-là. Et ici, j'ai que des zéros là, parce que ma matrice est nilpotente, m puissance n égale 0. Donc m puissance nx, c'est 0. Ok?
Ok, donc je reprends ça maintenant. Donc on a montré que s'il existait un vecteur x qui vérifiait cette condition, qui vérifiait que x jusqu'à mn-1 de x était libre, ou de manière équivalente que c'était une base, si on a un x qui vérifie ça, on a la forme qui est souhaitée. Donc il nous reste à trouver ça, et c'est là où on va utiliser l'hypothèse que m puissance n-1 est différent de 0, qu'on n'a toujours pas utilisé pour exhiber cette base-là. Et le point, c'est qu'en fait, n'importe quel vecteur, soit x tel que m puissance n moins 1 de x différent de 0, on va montrer que x convient, donc c'est un exo assez classique. Si j'ai somme de lambda i, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai somme de lambda i, mi de x égale 0. On va montrer que tous les lambda i sont nuls. Bah, il y a une seule chose à faire, c'est appliquer m. Si j'applique m puissance k, cette égalité me devient somme de lambda i, mi plus k, x égale 0. Maintenant, si j'itère, si je pose k égale n-1, ça c'est tout le temps 0, sauf si i égale 0. Ok, donc je regarde cette égalité-là. Cette égalité-là, elle me dit que j'ai une relation entre les sommes de lambda i, mi puissance x, sauf que ma matrice, elle va tout tuer. Enfin, moi, c'est vraiment visuel, mais la manière dont je visualise ça, c'est vraiment tous ces lambda i passent à l'abattage, et dès qu'on va appliquer les m successivement, tous les coefficients vont disparaître, sauf le moment où on arrête d'abattre les coefficients un à un. Et donc si j'abats tous les coefficients sauf le dernier, il m'en reste qu'un. Ça c'est égal à m puissance n-1 x. Ça c'est égal à lambda 0 m puissance n-1 x. Et donc j'ai lambda 0 égale 0. Ok, donc je recommence. J'ai cette relation de liaison entre les sommes des lambda i, enfin j'ai ces relations de liaison entre les mi puissance x par l'absurde. Je vais montrer qu'ils sont tous nuls. Bah, l'idée c'est que je peux sortir les lambda i qui sont assez grands en itérant m puissance i. Donc typiquement j'ai envie de montrer que lambda 0 égale 0 et ensuite pareil, enfin on va continuer, on va montrer que lambda 1 égale 0 et tout. Bah j'itère m assez de fois pour faire disparaître tous les lambda supérieurs. Ensuite il ne reste plus que lambda 0. Comme par hypothèse m puissance n-1 de x est non nul, on a conclu. Donc, on a montré cet énoncé-là qui est que n'importe quelle matrice nilpotente d'indice n-1, enfin d'indice maximal, est équivalente à cette matrice. Ok, c'est vraiment non trivial dans le sens où on est parti d'une condition qui est compliquée à manipuler. En algèbre linéaire, on aime bien les choses qui sont un peu, justement linéaires, les choses qui commutent à la somme. La relation qu'on a ici, ça c'est tout sauf linéaire, c'est des puissances de n. On est parti de cette relation-là, on a trouvé la relation, on a montré que c'était semblable à la matrice la plus simple possible. Et donc ça a interrogé un peu ceux qui faisaient de la réduction, et ils se sont dit comment on peut généraliser cette chose-là. Cette chose que, quand j'ai une matrice, en fait c'est vraiment ça qui était le point clé, c'est que j'avais ça qui était libre, alors on connaissait très bien on connaissait très bien un représentant de la classe de similitude de la matrice. Et donc la question c'est, quelles sont les matrices telles que ça c'est libre, et ça on appelle ça des matrices cycliques, enfin tel qu'il existe un x tel que ça c'est libre, on appelle ça les matrices cycliques, et c'est ça qu'on va étudier dans la suite. Ok, donc on arrive vraiment à la notion qui est cruciale en réduction, c'est que sa définition, c'est qu'on dit qu'une matrice qui est semblable à ce genre de matrice. Donc qu'est-ce que c'est que ce genre de matrice? C'est la même chose que la matrice d'avant, sauf que maintenant j'ai rajouté des coefficients non nuls sur cette colonne-là. Donc c'est pas clair pourquoi, mais en fait c'est un lien avec le polynôme minimal. C'est pas clair pourquoi on rajoute des coefficients là et pourquoi ça ferait une bonne notion, mais c'est une très très bonne notion. Et l'idée c'est que, en fait, si tous les coefficients sont nuls, on se ramène au cas matrice nilpotente d'indice n-1. Et c'est un lien très fort avec le polynôme minimal. Donc, typiquement, si je regarde la matrice avec que des 1, que je mets que des 0 ici, et que là je mets un coefficient non nul, je mets un 1, j'ai trouvé une matrice vraiment cyclique pour le coup. C'est la matrice associée, c'est la matrice de permutation associée au n cycle, parce qu'elle permute les vecteurs de la base canonique. Donc, exemple, ça c'est cyclique. Et tu vois que ça vérifie n puissance n égale 1. Donc c'est marrant parce que regarde, si j'avais mis un coefficient
nul ici, ça va vérifier n puissance n égale 0. Et là, j'ai mis un coefficient 1, et ça vérifie n puissance n égale 1. Et en fait, c'est un fait général. C'est pour ça qu'ici, il y a des coefficients à 0, à n. En général, on prend ce genre de notation pour les coefficients d'un polynôme. Bah, fait, soit m, donc une matrice cyclique, alors pi m ok, donc c'est vraiment ça l'idée, c'est que ça généralise exactement la notion de matrice nilpotente d'indice n-1 dans le sens où une matrice nilpotente d'indice n-1, c'est une condition sur le polynôme minimal, ça dit exactement que le polynôme minimal c'est x puissance n. C'est équivalent d'être une matrice nilpotente d'indice n-1 et que le polynôme minimal soit x puissance n. Et ben là, il se trouve qu'on peut généraliser ça en posant les matrices de cette forme-là et elles ont aussi un polynôme minimal de degré n. Donc c'est remarquable. C'est remarquable parce que on a que pi m est égal à qui m dans ce cas-là. Tu sais que le polynôme minimal divise toujours le polynôme caractéristique, c'est le théorème de Cayley-Hamilton. Et ben là, on a une classe de matrices telle qu'on a vraiment l'égalité. Et le théorème qui est important, c'est que les matrices cycliques sont denses dans l'ensemble des matrices cycliques. C'est-à-dire que n'importe quelle matrice à coefficient de mn de c peut être approchée par une matrice cyclique, donc qui est semblable à une matrice de cette forme-là. Donc autrement dit, si je prends une matrice, on va même montrer que c'est un ouvert dense. Donc topologiquement, les ouverts denses, c'est ce qu'il y a de plus gros dans un espace. On va montrer que l'ensemble des matrices qui sont cycliques forment un ouvert dense de Mn de C. Donc si tu veux, la philosophie qu'il y a derrière, c'est que si je prends une matrice, on dit générique parce qu'elle est choisie un peu aléatoirement, si je prends une matrice qui est aléatoirement choisie, qui est générique, selon un certain sens, bah, son polynôme minimal sera vraiment égal au polynôme caractéristique. Et dans des cas exceptionnels, dans des limites de ce genre de choses, bah, il est possible que le polynôme minimal descende, enfin tombe de rang, mais si je prends une matrice aléatoire, son polynôme minimal sera égal à son polynôme caractéristique, et j'aurai même mieux, j'aurai une certaine base dans laquelle ma matrice a une forme très très simple. Donc si tu veux, il y a très peu de résultats de réduction très forts en maths, mais celui sur les matrices cycliques permet de faire énormément de choses. Je vais donner plein d'applications, la densité de ce genre de matrice simplifie les résultats très souvent parce que, exemple typique, tu veux montrer une égalité, je sais pas, tu veux montrer f de m égale 0, bah, tu le montres sur les matrices cycliques. Si f est continu, bah, tu l'as montré sur toutes les matrices. Exemple typique, on a le théorème de Cayley-Hamilton gratuitement. Parce que c'est évidemment vrai sur les matrices cycliques, d'après ce fait-là, que le polynôme minimal, il est de degré n, donc il est égal au polynôme caractéristique. Donc par définition, le polynôme minimal annule la matrice, donc c'est vrai. Et donc c'est vrai sur toutes les matrices, par densité. Ok, donc on va montrer ces trucs-là. D'abord, on va montrer ça qui est pas très compliqué, et ensuite on va montrer la densité. C'est un point technique de montrer la densité, mais c'est vraiment un truc qui va rester avec toi et que tu utilises plein de fois. Enfin, vraiment la densité des matrices cycliques, je pense que j'ai dû l'utiliser peut-être une vingtaine de fois, explicitement dans des exos, et même c'est un truc qui te permet de mieux éclairer certains points de vue dans matriciel ou certains points de vue en réduction. Donc c'est un résultat vraiment très précieux, très important. Ok, donc maintenant on va prouver le fait qu'on a le polynôme minimal qui est égal à ça. Bah ça va être ça va être à peu près la même chose que ce qu'on avait fait avec les matrices nilpotentes. Donc ça, je l'appelle M. Montrons pi m égale x puissance n moins n plus a moins 1 x puissance n moins 1 plus a0.
Donc on va montrer que c'est égal à P. Donc on va montrer deux choses. On va montrer que P, ça annule la matrice. Et on va montrer que c'est le polynôme minimal, dans le sens où n'importe quel polynôme enfin, il n'y a pas de polynôme strictement plus petit, de degré strictement plus petit qui annule ma matrice M. Donc déjà, on veut montrer que P de M égale 0. Bah, on va regarder l'action, enfin, on va regarder exactement comme ce qu'on avait fait avant, l'action sur la base canonique. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a M, EI égale EI plus 1 pour I plus petit que N-1. Et on a M, EN qui est égal à moins A0, E1, moins A1, E2, moins AN, moins 1, EN. Ok, juste, c'est une réécriture de la tête de la matrice. Elle envoie la première colonne sur la deuxième colonne et ça continue. C'est exactement comme la matrice nilpotente de tout à l'heure. Elle translate les colonnes une par une. Et la dernière colonne, elle envoie sur ce truc-là qui est la somme là. Et donc, on veut montrer que P de M égale 0. Ce que je prétends, c'est qu'il suffit, il faut et il suffit en fait, tu peux lire si le polynôme annule M sur le premier coefficient E1. Le premier coefficient E1, c'est en quelque sorte le coefficient critique. Tu vois, c'est comme dans les matrices nilpotentes de tout à l'heure, elles étaient d'indice N-1 et tu le voyais parce que le coefficient ici, enfin, le vecteur E1 de la base, il est envoyé sur E2, qui est envoyé sur E3, qui est envoyé jusqu'à En-1. Donc c'était vraiment ce vecteur-là qui était en quelque sorte celui minimal tué par M. Dans le sens où c'était E1, tel qu'on avait M puissance N-1, E1 différent de 0. C'est comme ça qu'on avait choisi E1. On avait dit, je prends n'importe quel coefficient tel que Mn-1 de E1 différent de 0. Et ensuite, j'y terme M. Donc celui-là, c'est vraiment le coefficient critique. C'est vraiment lui. Donc il suffit d'avoir P de M égale 0. Ça équivaut vraiment à P de M de E1 égale 0. Bon, bah, il y a un sens qui est facile. Si P de M égale 0, forcément P de M E1 égale 0. Mais maintenant, ce qu'on utilise, c'est que le polynôme d'une matrice, ça commute avec la matrice elle-même. La matrice, ça commute avec toutes ses puissances. C'est l'ensemble des gens qui commutent avec M, c'est stable par somme. Donc la matrice, elle commute avec toutes les combinaisons linéaires de ces monômes. Donc elle commute avec tous ces polynômes. M, ça commute avec P de M. Et donc si j'ai P de M E1 égale 0, bah alors j'ai P de M, j'évalue en M. J'ai M, P de M, E1 égale 0. Et donc j'ai P de M, E2. Je fais commuter, et ME1 c'est E2, et donc j'ai P de M, E2 qui est égal à 0. Et je continue comme ça, en utilisant le fait que M, elle est vraiment, enfin, elle décale les vecteurs de la base canonique, elle prend E1 qu'elle envoie sur E2, E2 est envoyé sur E3, ça décale les vecteurs de la base canonique. Donc si, comme j'ai cette égalité-là, j'ai P de M, E2 qui est égal à 0, j'ai P de M, E3 qui est égal à 0, P de M s'annule tous les vecteurs de la base canonique, donc P de M c'est 0. Donc on a montré cette équivalence. Ok, donc je recommence tout parce qu'on est allé un petit peu vite. Donc on s'intéresse aux matrices qui sont semblables à celle-là. Si tu veux, c'est les matrices qui sont semblables à celle-là, c'est celles qui ont un lien très fort avec leur polynôme minimal. Dans le sens où on avait vu tout à l'heure que les solutions de n puissance n égale 0 et n puissance n-1 différentes de 0, c'était les matrices qui étaient semblables à ces matrices-là, avec que des zéros ici. Et là, je propose une généralisation de ça. Je dis, au lieu de mettre des zéros ici, on va mettre des coefficients que j'appelle des AI. Et en fait, il se trouve qu'on retrouve les AI dans le polynôme minimal. Le polynôme de la matrice, c'est x puissance n plus n-1, x puissance n-1, et ça continue. Il manque un moins 1. Désolé pour ça. Et en fait, on retrouve bien ce polynôme minimal. Pourquoi? Parce que le fait que P de M soit nul, donc le fait que le polynôme P, je prends n'importe quel polynôme dans C2X, le fait que P de M soit nul, ça équivaut au fait que P de M évalué en E1 soit nul. Un sens, c'est facile, et l'autre sens vient du fait que j'ai M puissance I, E1 qui est égal à E1 plus I. Donc cette égalité-là, qui a priori est vraie juste sur un vecteur de la base, donc ça a priori c'est un peu nul, bah non, parce que je peux envoyer M puissance I, et M puissance I pousse en avant les vecteurs de la base, et comme ça on atteint tous les vecteurs. Donc P de M E1 égale 0, ça me dit que P de M EI égale 0 pour tout I, donc ça me dit que P de M est nul. Donc on a montré cette équivalence. En particulier, nous on sait ce que c'est que P de M E1,
Si j'écris, mettons que on ait degré de P plus petit que n. Mettons qu'on ait ça, parce qu'on sait que le polynôme minimal d'une matrice, c'est de degré plus petit que n. C'est le théorème de Cayley-Hamilton. Donc, mettons que le degré de P soit plus petit que n. J'écris P qui est égal à lambda 0 plus lambda n x puissance n. Donc, lambda n, c'est potentiellement nul. Qu'est-ce que c'est que P de m E1? C'est lambda 0 E1 plus lambda 1 E2 plus lambda n, m puissance n de E1. Ok? Donc P de E, m E1 égale 0, ça équivaut à ce que cette expression-là soit nulle. Le fait que P de m de E1 soit nul, c'est équivaut à cette expression-là. Sauf que cette expression-là équivaut déjà au fait que lambda n soit non nul, parce que si lambda n est nul, ça c'est des vecteurs qui sont indépendants, donc la relation de liaison est triviale. Ok, donc je recommence. Si j'ai P de m qui est E1 qui est égal à 0, comment on calcule P de m E1? Bah, c'est juste somme des lambda i m puissance i évalués en E1. J'ai remplacé les m puissance i E1 par des EI, par des EI plus 1. M puissance i, E1 c'est EI plus 1, donc je peux remplacer ici par des vecteurs de la base canonique. Jusqu'à ce que j'arrive à m puissance n E1, sauf que m puissance n E1, on le connaît, il est écrit là. Et donc j'ai cette égalité-là. J'ai que, si je suppose par exemple que le polynôme est unitaire, que lambda n est égal à 1, parce que si lambda n est non nul, on a vu que c'était pas possible, enfin que tous les coefficients étaient nuls. Ce que je trouve, c'est que m puissance n E1, qui est égal à ça, bah c'est aussi égal à ça. Et donc on identifie l'égalité entre les coefficients. Et on trouve que lambda 0 est égal à A0 et tout ça. Et donc on a bien montré que le polynôme qui marchait, c'était le polynôme P que j'ai écrit là. On en arrive au théorème, vraiment le point crucial sur les matrices cycliques, c'est que c'est dense. Donc théorème, soit x dans c puissance n, différent de 0, alors l'ensemble des matrices telles que x jusqu'à m puissance n-1 x est libre, est un ouvert dense. Effet que je laisse en exo, mais c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait pour les matrices nilpotentes, c'est que, donc le théorème, ça me dit que l'ensemble des matrices, telles que quand j'itère m sur un vecteur x, donc ici c'est le x qui est là, je l'ai noté petit x, l'ensemble des matrices telles que ça, c'est libre, c'est un ouvert dense. Donc pour quasiment n'importe quelle matrice, cette chose-là est libre, ce qui est quand même choquant, parce que a priori, moi je me souviens que quand je commençais à apprendre l'algèbre linéaire, pour moi, avoir trouvé une base, c'était quelque chose qui était vraiment miraculeux. On a trouvé une base, coup de chance, on n'a aucune relation entre nos vecteurs, c'est super chanceux. Mais en fait, ce théorème nous dit que pour la plupart des matrices, ça va être libre. Effet que je laisse en exo, mais c'est vraiment exactement la même chose que ce qu'on a fait avec les matrices nilpotentes. Quand on a dit je prends un x tel que ça c'est une base, et ensuite on a montré que la matrice était semblable à la matrice avec des 1 sur la sous-diagonale, bah fait si x mn-1 x est libre, alors m est semblable, m est cyclique. Donc l'idée, c'est que je regarde l'endomorphisme qui est canoniquement associé à M, je l'appelle A, disons, je le regarde ce qu'il veut dire dans cette base, et ce qu'il veut dire dans cette base, c'est il aura ses coefficients qui seront là, parce qu'il va envoyer E1 sur E2 par définition de l'endomorphisme, enfin voilà,
Et ensuite, il y a ce coefficient-là qu'on connaît pas, mais en fait, il se trouve que c'est les coefficients de son polynôme minimal. Donc, si tu veux, si je prends une matrice qui est cyclique, c'est facile de connaître son polynôme minimal. Je la regarde dans cette base-là et les coefficients du polynôme minimal apparaissent là. Donc, c'est vraiment cette idée-là que le polynôme minimal, en effet, c'est un truc qu'on comprend pas très bien parce qu'on comprend pas très bien son degré. On sait pas vraiment quand le polynôme minimal est égal au polynôme caractéristique, mais ce qu'on sait faire, c'est comprendre le polynôme minimal pour la plupart des matrices. Pour toutes les matrices dans un ouvert dense, on comprend ce qui se passe. Le polynôme minimal, c'est juste le polynôme caractéristique et on peut le lire comme ça. Ok? Donc ce que ce théorème nous dit, c'est que l'ensemble des matrices cycliques, c'est dense. Et même encore mieux, c'est que l'ensemble des matrices qui sont cycliques dans la base X, c'est-à-dire tel que ça, c'est libre, c'est dense. Pour prouver le théorème, on a besoin d'un lemme. Là, c'est un point qui est un peu technique, mais qui est vraiment un point crucial à surmonter et que tu utilises plein de fois en plus. Tu utilises plein de fois. C'est un lemme que j'ai mis longtemps à comprendre, mais qui est conceptuellement très satisfaisant. Donc, lemme. Je prends un polynôme à plusieurs indéterminés. Et le lemme, il est trivial intuitivement, mais c'est vraiment lui qui fait marcher le truc. Alors, si P différent de 0, l'ensemble Z1, je peux regarder l'ensemble des points d'adulation du polynôme. Je regarde l'ensemble des points où le polynôme ne s'annule pas, c'est un overdense de C puissance n. Et c'est exactement ça qu'on va utiliser pour montrer le théorème. Donc en gros, ce théorème-là, il nous dit juste que l'ensemble des points où s'annule un polynôme, c'est très peu fréquent, ce qui est pas logique, mais ce qui est logique si tu penses à des cas simples, genre par exemple sur R2. Là, je l'ai énoncé j'ai dit que le polynôme était à coefficient dans C, mais en fait, c'est aussi vrai si la coefficient réel. Si je regarde dans R2, je sais pas, y égale x carré. Son complémentaire, il est évidemment ouvert et dense. Je sais pas, je regarde y égale x. Son complémentaire est évidemment ouvert et dense. Je regarde y égale 1. C'est la même chose. Je regarde y2 égale x2 plus 1. C'est la même chose. Je regarde y2 égale x cube. Ça ressemble à ça. Enfin, à chaque fois, le complémentaire est un ouvert dense. Pour prouver cette chose-là, on a besoin d'un autre lemme qui dit soit P dans, je prends un corps quelconque, K de x1, xn, tel qu'il existe Ok, ce lemme-là, il se prouve par récurrence. Donc ce lemme-là, il dit que, c'est exactement une généralisation du fait que si tu prends un polynôme qui a une infinité de racines, alors le polynôme est nul. Et c'est exactement comme ça que tu le prouves. Tu le prouves par récurrence. Si n égale 1, c'est facile. Donc l'énoncé, je répète l'énoncé. Je prends un polynôme dans le cas de x1, xn, et je suppose qu'il existe n ensemble infini, tel que P s'annule sur leur produit cartésien. C'est-à-dire que pour n'importe quel élément, tel que la première coordonnée dans E1, la deuxième coordonnée dans E2 et puis la nème coordonnée dans En, alors le polynôme évalué en ces n points est nul. Si tous les ensembles sont infinis, alors le polynôme est nul. Et si tu fais ça par récurrence, je laisse en exo parce que j'ai pas la place de le prouver. Mais en fait, le lemme implique le lemme.
le lemme 2 implique ça. Pourquoi? Parce que si je prends un polynôme dans C de x1, xn, tel que... Enfin, déjà, l'ensemble des points où le polynôme s'annule pas, c'est déjà ouvert. Ça, c'est facile. Par définition, c'est un ouvert parce que c'est les points de non-annulation d'une fonction continue, donc c'est ouvert. Ça, c'est facile. Le fait que ce soit dense, si c'était pas dense, ça contiendrait une boule ouverte. Ça contiendrait une boule ouverte de C puissance n. Parce que, si le complémentaire était pas dense, tu contiendrais une boule ouverte. Et le fait que ça contienne une boule ouverte contredit le fait que le polynôme soit non nul parce que une boule ouverte en particulier, donc typiquement, si je reprends le cas des polynômes dans R2, je regarde y égale x carré. Ce qui se passe, c'est qu'on a supposé que le point d'annulation contenait une boule ouverte. Évidemment, visuellement, bon, bah, c'est pas possible. Mais comment on montre que ça marche pas? Bah, parce que dans la boule ouverte, tu contiens un carré qui est là et qui est infini de chaque côté. Ça, c'est infini. Et P, ici, est égal à 0 sur tout ce carré-là. Le carré, il vérifie les hypothèses là parce que c'est un produit d'ensemble infini. Mon polynôme s'annule sur un produit d'ensemble infini, donc il est nul. Donc je recommence tout. On veut montrer que l'ensemble des matrices cycliques, c'est dense. Pour ça, on va montrer que l'ensemble des matrices telles que x jusqu'à mx, puis m puissance n-1x, ça forme une base. Ça, on va montrer que c'est un ouvert dense. Et ça, en fait, on va réécrire comme une condition polynomiale. Et je vais utiliser ce lemme-là qui me dit que quand je regarde les points d'annulation de quelque chose qui est polynomial, alors le complémentaire, c'est dense. C'est un ouvert dense. Donc c'est vraiment ce lemme-là qui va faire marcher le truc. Et ce lemme-là, il vient du fait qu'un polynôme a une infinie, enfin, avec plein de variables, avec un nombre fini de variables, il peut pas s'annuler sur des produits d'ensemble infini. Ce qui est une généralisation directe du fait qu'un polynôme a une variable à coefficient dans un corps K ne peut pas avoir une infinité de racines. Ok? Et visuellement, c'est très clair. Si l'ensemble des points où le polynôme s'annulait, n'était pas de complémentaire dense, il contiendrait une petite boule qui contiendrait un petit carré. Et le petit carré, c'est un produit d'ensemble infini, donc ça marche pas. Ok, donc je prouve pas ça, mais ça c'est une récurrence. C'est ni facile ni difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le théorème? On veut montrer que on veut trouver une condition polynomiale, donc on va voir ce que ça veut dire, qui nous dit que x mx jusqu'à m puissance n-1 x est libre. Bon, bah ça équivaut à ce que juste matriciellement, on peut l'écrire comme une matrice. Je mets les vecteurs colonnes 1 à 1 et ça équivaut à ce que la matrice soit inversible. Donc ça équivaut à ce que ça ce soit inversible. Donc le déterminant de ça soit non nul. Et là, tu vois ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc mon vecteur x, je vais l'écrire, x est égal à somme des lambda i e i. Mettons pour simplifier que x soit juste le vecteur canonique de la base. Donc x est juste E1. Donc c'est juste le vecteur colonne. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est des choses qui sont polynomiales en les coefficients de la matrice. C'est-à-dire que mx, bon bah je connais très bien. Mx, qu'est-ce que c'est? E1, c'est le vecteur première colonne. Donc mx, c'est la première colonne de m. C'est 1 de m. Donc je note C1 de m, la première colonne de m. Donc, mettons que m, ce soit une matrice de 2, pour simplifier. C'est juste égal à AC. Donc ce qu'on est en train de regarder, si j'écris mes coefficients 1 à 1, on est en train de regarder 1, 0, parce que ça c'est x. Ensuite le vecteur AC, ensuite m carré de ça, donc ça va être ma matrice M que j'évalue en AC, donc là par exemple ça va être A carré plus BC AC plus BD. Donc là tu comprends pas ce que je fais, mais en fait ce que je fais, ce qu'on veut c'est une condition qui est polynomiale en les coefficients de la matrice, parce qu'ensuite on pourra appliquer le théorème qui nous dit que, enfin le lemme pardon qui nous dit que les points d'annulation d'un polynôme c'est le complémentaire d'un ouvert dense. Et là je suis en train de réécrire x, mx, m puissance n-1 x. Et ce qui apparaît, c'est les coefficients de la matrice. Là, on veut calculer le déterminant de ça.
Et ça va nous faire un gros polynôme qui va calculer un truc en fonction de tous ces vecteurs-là. Donc le dessin est beaucoup plus simple que la réalité, parce que là, les vecteurs colonnes ne sont pas des vecteurs colonnes de taille 2. Ça va plus loin. Il y a n entrées. Ici, ça va plus loin aussi, mais ce que je veux dire, c'est que les coefficients qui apparaissent dans cette matrice, donc on est en train de calculer, on veut montrer, enfin, ça équivaut à ce que le déterminant de cette matrice-là soit non nul. Et les coefficients de cette matrice-là, ce que je prétends, c'est que c'est des coefficients qui sont polynomiaux en les entrées de la matrice. C'est-à-dire que tu vas avoir des trucs de la forme a carré plus bc, tu vas avoir des trucs de la forme a cube plus quelque chose, mais tu n'auras jamais des nombres qui vont sortir de nulle part. Ok, c'est que on est en train de calculer le déterminant d'une matrice dont les entrées sont polynomiales en les coefficients de m. Et donc ce que je veux dire, c'est que le déterminant de ça, le fait que le déterminant de ça soit non nul, ça équivaut à ce que P de M11, M12, c'est vraiment l'annulation, enfin la non-annulation du coup, en l'occurrence, d'un polynôme dont les entrées sont les coefficients de M. Le polynôme, on peut l'expliciter un peu, c'est si le vecteur X est le premier vecteur de la base canonique, alors on fait la même chose que j'ai fait là, on écrit ME1 explicitement, on écrit les autres choses explicitement, et ça me fait un polynôme en les coefficients de la matrice. Et donc, on s'est ramené à montrer que l'ensemble des points où ce polynôme-là ne s'annulait pas, c'était un ouvert dense de Mn de C. Ça c'est le lemme, qui nous dit que c'est un ouvert dense. Ok, donc il s'est passé un petit point conceptuel dans ce truc-là, c'est que on a pris notre matrice, et tu vois, nous, ce qu'on a l'habitude de faire avec les polynômes et les matrices, c'est genre le polynôme caractéristique ou le polynôme minimal. On a l'habitude d'évaluer des polynômes en la matrice elle-même. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on veut montrer qu'une certaine condition est vraie pour presque toutes les matrices. Ce qu'on fait, c'est qu'on écrit la condition en termes polynomiaux sur les coefficients de la matrice. Et ensuite, on applique le lemme, cette fois pas à c de x1, xn, mais à c de x1 jusqu'à xn carré. Là, c'est un polynôme en n carré variable, si n c'est la taille de ma matrice. Et je dis que l'ensemble des points de non-annulation de ce polynôme, c'est un ouvert dense. Et en particulier, on a prouvé le théorème, et donc les matrices cycliques sont denses dans Mn de C. Je ferai une autre vidéo où je donnerai des applications de ce résultat, il y en a par milliers. Mais ce qu'il faut vraiment retenir de cette vidéo, c'est, premièrement, les matrices cycliques, c'est gentil. Moi, je sais que je comprenais pas vraiment pourquoi il y avait des coefficients moins ici, pourquoi on s'embêtait avec des colonnes là, pourquoi on regardait pas des matrices diagonales, parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Et donc il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, c'est vraiment l'idée que c'est par les matrices cycliques qu'on comprend les polynômes minimaux, on comprend plein d'autres choses avec les matrices cycliques. Deuxièmement, tu sais que sur C, toutes les matrices sont triangulaires, donc c'est une autre forme sympathique pour les matrices, mais ça c'est une forme qui est vraie sur n'importe quel corps, donc c'est un peu plus pratique. Et puis ça a juste plein d'applications. Et le fait que l'ensemble des points d'annulation d'un polynôme soit de complémentaire dense, ça c'est super utilisé et c'est hyper important. Tu peux aussi montrer gratuitement comme ça que l'ensemble des matrices inversibles forment un ouvert dense. On a l'habitude de le montrer un peu à la main en décalant les coefficients, enfin sur Mn de C en tout cas, on a l'habitude de le montrer un peu à la main en disant que ma matrice elle est triangulaire supérieure et ensuite je change un peu les coefficients de la diagonale. Mais sinon, tu peux aussi dire que c'est les points d'annulation d'un polynôme qui est non nul qui est le déterminant. Ah oui, je précise que j'ai pas encore montré que ce polynôme-là était non nul. Faut montrer. Je me réveille un peu tard, mais il faut montrer quand même que ce polynôme-là est non nul. Et la raison pour laquelle ce polynôme est non nul, c'est parce qu'il suffit d'expliciter une matrice M telle que vraiment le déterminant ici est non nul, et pour ça, on prend littéralement la matrice cyclique. Genre, par exemple, si le X est le premier vecteur de la base, quitte à conjuguer la matrice M, je prends une matrice comme ça. Et ma matrice comme ça, le déterminant de ça, comme on l'a montré tout à l'heure, c'est vraiment non nul. Donc c'est un polynôme qui est non nul parce qu'il s'annule sur cette matrice-là. Et donc l'ensemble de ces points de non-annulation, c'est un ouvert dense.